Napoléon Bonaparte demeure un sujet de controverse dans l'histoire. Certains le considèrent comme un opportuniste, ayant exploité le chaos politique pour s'emparer du pouvoir. D'autres voient en lui un stratège exceptionnel qui a su transformer une France en pleine tourmente en un État unifié et puissant. Bonaparte a habilement utilisé ses talents militaires et politiques pour s'imposer dans un contexte européen extrêmement instable. En peu de temps, il a non seulement stabilisé la France, mais l'a élevée au rang d'empire, passant d'un pays au bord de l'anarchie à une puissance capable de vaincre les monarchies établies. Les conflits napoléoniens ont profondément reconfiguré l'Europe, avec un impact comparable aux grandes guerres du XXe siècle. Si les campagnes de Napoléon ont indéniablement causé la mort de millions de personnes, elles ont aussi fondé les bases de l'Europe contemporaine. On peut alors s'interroger, qu'en aurait-il été si Napoléon n'avait jamais existé? Dans un scénario alternatif où il serait resté dans l'ombre, comment l'histoire mondiale aurait-elle évolué? Voici une hypothèse, mais commençons par rappeler le contexte. Paradoxalement, bien qu'il soit l'un des dirigeants européens les plus marquants, la vie de Napoléon reste méconnue du grand public. Au-delà des clichés sur un empereur sanguinaire qui se couronne lui-même, peu connaissent son parcours. Pour comprendre son ascension, il faut revenir aux origines, la Révolution française. À la veille de 1789, la France était divisée en 3 ordres. Le clergé, représentant l'Église, la noblesse, détenant les terres et les privilèges, et le tiers-État, englobant le reste de la population. Ces ordres se réunissaient lors des États généraux, une assemblée sans réel pouvoir, contrairement au Parlement britannique. Le roi conservait l'autorité suprême. Face à cette situation, le tiers-État fit sécession pour créer l'Assemblée nationale. S'ensuivirent des émeutes à Paris, la prise de la Bastille et l'exécution des dirigeants. Effrayé, le roi resta passif. Dans ce chaos, l'Assemblée abolit le système féodal millénaire. Un vent révolutionnaire soufflait, appelant à renverser l'ordre établi. La révolution de 1789 visait à abattre l'ancien régime des 3 ordres. Comme souvent, les idéaux initiaux furent détournés par des extrémistes. En une décennie, la France connut des bouleversements inédits. Dépénalisation de l'homosexualité, légalisation du divorce, abolition de l'esclavage, droits accordés aux Juifs et aux Noirs. Pour l'Europe, la France semblait avoir perdu la raison. Mais ne nous réjouissons pas trop vite. L'extrémisme engendra la terreur. Le roi fut guillotiné, suivi par 16 000 ennemis de la Révolution. Le catholicisme fut persécuté, le calendrier grégorien remplacé. Ces excès choquèrent même des catholiques, initialement favorables à la Révolution. C'est alors que les affrontements s'intensifièrent. Pour endiguer la contagion révolutionnaire, les monarchies européennes déclarèrent la guerre à la France. En 2 décennies, la France connut non seulement des troubles internes, mais aussi des conflits incessants contre divers ennemis extérieurs. Après plusieurs gouvernements éphémères, le Directoire prit le pouvoir. Malgré ses critiques envers l'Ancien Régime, il usa des mêmes méthodes répressives. Et dans ce chaos alors, où se trouvait donc Napoléon? Napoléon Bonaparte est originaire de Corse. Issu d'une famille noble, mais pas de la haute aristocratie, il bénéficia néanmoins d'une bourse obtenue par son père pour intégrer une école militaire renommée en France continentale. Peu francophone, Napoléon se retrouva isolé. Son caractère, empreint d'une forte estime de soi, ne facilitait guère son intégration. La France de l'époque se caractérisait par une société extrêmement stratifiée, où la naissance déterminait le statut social et la fortune. Bien que noble, sa famille manquait de moyens, ce qui le plaçait en position défavorable aux yeux de la société française. La Révolution survint à un point nommé pour lui, annonçant la fin de ce système rigide. Au début des années 1790, fraîchement diplômé, le jeune Napoléon accueillit positivement ces bouleversements, sans pour autant s'y impliquer directement. La Corse demeurait sa priorité. Cependant, ses aspirations insulaires furent contrariées, son attachement à la France étant jugé excessif. Un différend avec un dirigeant nationaliste local s'ensuivit. Cette mésentente le poussa à regagner une France en pleine effervescence révolutionnaire. Dans ce contexte de chaos, marqué par l'exécution de la noblesse et des conflits religieux, Napoléon intégra l'armée comme officier. Ses succès à Toulon contre les Britanniques et son rôle dans la protection du gouvernement républicain lui valurent le commandement d'une armée à seulement 26 ans.
Il participa alors à la campagne d'Italie contre l'Autriche, qu'il vainquit avant de négocier personnellement. Sa renommée s'étendit à travers l'Europe, mais son ambition restait insatiable. L'expédition d'Égypte qu'il mena ensuite connut des débuts prometteurs, avant d'être compromise par l'intervention britannique sur le Nil. Confronté à une épidémie décimant ses troupes, Napoléon abandonna ses 20 000 hommes et rentra seul. Paradoxalement, il fut acclamé à son retour en France, où le Directoire impopulaire vacillait. Napoléon saisit cette opportunité. En 1799, il renversa le Directoire et s'auto-proclama premier consul. Tout en remplaçant le régime précédent, il se présentait en défenseur des idéaux révolutionnaires. En 1804, il franchit une étape supplémentaire en se proclamant empereur des Français, donnant naissance au Premier Empire. Cette évolution de la France peut sembler linéaire, mais la réalité était plus complexe. Napoléon, bien qu'empereur, se distinguait des autres monarques européens. Il se considérait comme le gardien de l'héritage révolutionnaire et le promoteur d'idées libérales face à l'ancien ordre féodal. Néanmoins, sa quête de pouvoir le conduisit à gouverner avec autorité, réprimant toute opposition. Pour l'Europe monarchique, l'ascension de cet homme d'origine modeste, après l'exécution de Louis XVI et la révolte paysanne, était inacceptable. Une coalition se forma pour l'évincer, que Napoléon perçut comme une menace à ses valeurs. Il justifia ainsi ses campagnes militaires comme une défense des principes républicains. Pour simplifier, la France triompha des 3e et 4e coalitions, provoquant la chute du Saint-Empire romain germanique et instaurant la Confédération du Rhin sous contrôle français. À l'issue de ces conflits, l'empire napoléonien s'étendait sur 70 millions de sujets, semblant invincible. L'égocentrisme de Napoléon, manifeste lors de son autocouronnement, lui avait souvent été bénéfique. Cependant, ce trait de caractère commença à le desservir, l'entraînant dans des décisions hasardeuses. La rivalité franco-britannique persistait. Conscient de la suprématie maritime britannique, Napoléon chercha à contrer cette influence par un embargo continental. Après avoir soumis la Russie, il parvint à rallier la majorité des pays européens à ce blocus, à l'exception du Portugal. Au fait de sa gloire, Napoléon conçut un plan audacieux: faire alliance avec l'Espagne pour conquérir le Portugal. Son objectif était de s'approprier les richesses et d'éliminer ce qui n'était pour lui qu'un désagrément mineur. L'Espagne acquiesça, et les deux nations lancèrent leur offensive contre le Portugal. Comme on pouvait s'y attendre, permettre à des dizaines de milliers de soldats français de fouler le sol espagnol s'avéra être une erreur stratégique majeure pour Madrid. En effet, Napoléon ne tarda pas à s'emparer de la capitale espagnole. Le monarque ibérique fut destitué, et l'ensemble de la péninsule tomba sous la coupe française, avec le frère de Napoléon installé sur le trône d'Espagne. Il faut noter que l'empereur cherchait à établir sa propre lignée dynastique. La péninsule ibérique présentait des particularités notables. Malgré leurs vastes empires coloniaux, l'Espagne et le Portugal abritaient des populations vivant dans une relative pauvreté, comparée au reste de l'Europe. Leur ferveur religieuse et leur sentiment national dépassaient tout ce que Napoléon avait pu observer auparavant. La guerre péninsulaire, comme on la nomma, sortait des sentiers battus. C'est de ce conflit qu'émergea le concept de guérilla. Des milices opéraient dans l'ombre, harcelant sans relâche les troupes françaises. Les affrontements, loin d'être propres, se caractérisaient par leur brutalité et leur omniprésence sur le territoire espagnol. Cette situation perdura 5 longues années. Quant à l'embargo évoqué précédemment, les Russes finirent par trahir l'accord. Les conseillers de Napoléon le pressèrent de négocier avec le tsar, mais il resta sourd à leurs recommandations. Sa prochaine cible serait la Russie. L'empereur leva une armée colossale de 450 000 hommes et se lança à l'assaut de Moscou. Après quelques victoires, il pénétra dans la capitale russe, mais la trouva déserte. Bien que vainqueur sur le papier, Napoléon se heurta à l'intransigeance russe. Moscou fut livrée aux flammes, rendant la ville inhabitable. Contraint à la retraite, l'armée française fut décimée par un hiver précoce. Sur la grande armée d'antan, seuls 90 000 hommes regagnèrent leur foyer. Cette débâcle affaiblit considérablement la France. Saisissant l'opportunité, une 6e coalition, regroupant la quasi-totalité de l'Europe, se forma pour renverser Napoléon. Déchu, il fut exilé sur l'île d'Elbe. Mais l'empereur, peu enclin à l'oisiveté, s'évada et regagna la France. Il parvint à rallier l'armée envoyée pour l'arrêter
et reprit le contrôle de Paris pour une brève période de 111 jours. Face à cette situation inacceptable, une 7e coalition vit le jour. L'ultime bataille de Napoléon se joua à Waterloo, où il connut la défaite. Son second exil le conduisit non plus sur une île méditerranéenne, mais dans une lointaine colonie britannique de l'Atlantique Sud. Pour Napoléon, qui assistait à l'effondrement de son empire, ce sort était pire que la mort. Il s'éteignit dans la cinquantaine, miné par la maladie. Ses derniers écrits témoignant de sa volonté de laisser une trace dans l'histoire. Imaginons maintenant un instant que Napoléon n'ait jamais existé. Pour les besoins de notre scénario, admettons simplement que cela ne se produise pas. Certains personnages historiques ont une telle influence que leur absence ne modifie pas seulement le cours des guerres ou des événements ponctuels, mais altère profondément la trajectoire de l'Europe tout entière. Ce n'est pas un hasard si cette période est connue sous le nom d'ère napoléonienne. Elle était façonnée par les ambitions de Napoléon et la volonté de l'Empire français. Dans notre chronologie alternative, nous nous situons en 1799. Le Directoire, composé de 5 membres, est au bord de l'implosion. La France est un pays divisé, ruiné et chaotique. Dans la réalité, ce problème fut résolu par la prise de pouvoir du général Bonaparte. Mais ici, sa tentative de coup d'État n'a pas lieu. Dans ce scénario, la France reste enlisée dans la situation qui prévalait depuis une décennie: instabilité, corruption, faillite et conflits incessants. Il n'y a pas d'empire français pour conquérir des territoires et installer de nouveaux dirigeants. À la place, nous avons un pays rongé par la corruption, au bord de la banqueroute et en proie à des violences urbaines. Ces troubles revêtent une importance particulière. Sans Napoléon, il est envisageable que la France sombre dans une guerre civile totale. Les politiques révolutionnaires avaient tendance à aliéner et discriminer ouvertement les catholiques. Cette attitude anticléricale poussait de nombreux croyants à se ranger du côté de l'ancien ordre monarchique. Dans notre chronologie alternative, ces tensions pourraient exploser, alors que l'anarchie consume les derniers vestiges de stabilité en France. Un tel scénario n'est pas inconcevable. Le conflit vendéen, dans notre ligne temporelle, a vu les royalistes et républicains s'entretuer dans les rues, faisant 200 000 victimes. L'insurrection royaliste représentait une menace sérieuse pour le gouvernement républicain. Les puissances étrangères, quant à elles, poursuivaient leur offensive contre la jeune République, déterminée à restaurer la monarchie. Bien que les détails précis de ces conflits alternatifs restent flous, on peut raisonnablement supposer que les protagonistes seraient similaires à ceux des coalitions historiques. L'absence de Napoléon aurait pu permettre l'émergence de nouvelles figures influentes en France, avec leurs propres orientations politiques. Nos spéculations commencent en 1799, sachant que dans le contexte instable du gouvernement français, la situation aurait pu évoluer très rapidement. Il est fort probable que les autres nations européennes auraient profité de l'épuisement de la France pour l'envahir et rétablir la monarchie. Dans ce scénario alternatif sans Napoléon, le Code civil n'aurait jamais vu le jour. Avant la Révolution, le paysage juridique français était un ensemble de lois, variant selon les régions, avec différentes factions exerçant leur influence sur certains domaines législatifs. La Révolution avait envisagé d'unifier ce système, mais c'est Napoléon qui concrétisa cette idée. Le Code civil représentait une refonte totale, une approche laïque et égalitaire du droit et de la justice. Bien que n'étant pas le premier du genre, il devint le plus influent, notamment grâce aux conquêtes militaires. Malgré le titre peu libéral d'empereur et certaines politiques controversées de Napoléon, comme son désir de rétablir l'esclavage, ce code juridique a posé les fondements du droit moderne en Europe et au-delà. Mais attention, dans notre réalité, le traumatisme des guerres napoléoniennes a poussé les vainqueurs à établir un nouvel ordre européen pour prévenir de tels conflits à l'avenir. Le Congrès de Vienne a ainsi assuré une paix relative en Europe pendant plus de 40 ans. Cependant, cette initiative visait aussi à endiguer la propagation des idées libérales perçues comme une menace pour les monarchies et l'autoritarisme. Dans notre scénario alternatif, l'absence de ce congrès aurait paradoxalement desservi les monarques conservateurs, laissant libre cours à la ferveur révolutionnaire et au nationalisme libéral à travers l'Europe. Le début du XIXe siècle aurait alors été marqué par des bouleversements majeurs et des conflits incessants. Les conséquences les plus notables concernent l'unification de l'Allemagne et de l'Italie. Dans notre histoire, Napoléon a démantelé le Saint-Empire romain germanique, cette mosaïque millénaire de royaumes et petits États allemands. Il a reconfiguré la carte,
créant une trentaine d'États plus vastes sous tutelle française, formant la Confédération du Rhin. Malgré la brièveté de la domination française, le redécoupage territorial qu'elle a engendré s'est maintenu au sein de la nouvelle Confédération allemande. L'occupation française a éveillé chez les Allemands une conscience nationale, les amenant à rêver d'une nation moins vulnérable aux invasions. Notre histoire a vu les soulèvements libéraux de 1848 aspirer à l'unité, mais la question cruciale demeurait: qui prendrait les rênes de cette Allemagne nouvelle? La Prusse s'est imposée, déterminée à façonner une Allemagne à son image. Les années 1870 ont vu la Prusse dominer la majeure partie de l'Allemagne, triompher de l'Autriche et de la France et proclamer un nouveau Reich allemand à Paris, ironiquement, fruit de l'occupation napoléonienne initiale. Dans notre scénario alternatif, sans Napoléon, le Saint-Empire romain germanique persiste tant bien que mal au XIXe siècle, en proie à ses dissensions internes. L'Empire autrichien, né en réaction à l'Empire napoléonien, n'existe tout simplement pas. La survie prolongée du Saint-Empire empêche l'émergence d'une confédération allemande et freine l'ascension prussienne. La Prusse ne parvient pas à exercer son emprise économique sur les petits États allemands. L'absence d'unité économique entrave le processus de centralisation qui, dans notre réalité, a permis l'avènement d'un État autocratique par la force militaire. L'unification allemande pourrait finalement se produire, mais sans la rapidité et l'efficacité d'un Otto von Bismarck. Les scénarios possibles sont multiples. Une Allemagne sous tutelle autrichienne, moins centralisée. Une monarchie constitutionnelle, libérale, inspirée de 1848. Ou encore une Prusse autocratique et militariste, conquérant ses voisins. Sans l'influence napoléonienne, la Prusse perd son avantage décisif. L'Italie connaît un destin parallèle. Napoléon y a démantelé les structures féodales, simplifiant la mosaïque d'États en entités plus vastes. Ce processus a nourri un nationalisme qui, comme en Allemagne, a permis à un État, la Sardaigne, d'unifier le pays. Les deux nations sont devenues des versions agrandies de leur royaume d'origine. Dans notre chronologie alternative, l'influence des seigneurs féodaux persiste, empêchant l'unification. La formation de l'Allemagne et de l'Italie a profondément marqué l'Europe, pour le meilleur et pour le pire, menant in fine aux conflits mondiaux. Sans Napoléon, les guerres d'unification n'ont pas lieu. La montée en puissance de la Prusse est entravée et la rivalité franco-allemande ne se développe pas. Le XXe siècle en devient méconnaissable, ouvrant la voie à des changements imprévisibles. Rappelez-vous la guerre péninsulaire et ses conséquences sur les monarchies espagnoles et portugaises. En les renversant, Napoléon a involontairement déclenché une vague de révolution en Amérique latine, les colonies refusant de reconnaître son frère comme souverain légitime. Ces soulèvements ont conduit à l'indépendance de la quasi-totalité de l'Amérique latine en seulement 2 décennies. Dans notre scénario, sans Napoléon, l'Espagne n'est jamais envahie. Les empires espagnol et portugais échappent à la dévastation d'une occupation quinquennale. Les tensions montent progressivement avec la diffusion des idées libérales dans le Nouveau Monde, mais sans le catalyseur napoléonien. Les métropoles épargnées par l'occupation évitent certains traumatismes historiques. Dans cette version, l'Espagne et le Portugal conservent leurs colonies quelques décennies de plus, peut-être jusqu'aux années 1880, 1890. Une situation avantageuse pour eux et moins pour les États-Unis. La relation entre les États-Unis et l'Espagne était déjà tendue au début du XIXe siècle. La puissance montante américaine inquiétait l'empire espagnol déclinant, même avant l'ère napoléonienne. Dans notre chronologie alternative, ces tensions dégénèrent plus facilement en conflits ouverts. Ce n'est là qu'une illustration parmi d'autres bouleversements possibles. Mais alors, qu'en serait-il de la France que nous connaissons aujourd'hui avec ce scénario alternatif ? Sans l'influence de Napoléon Bonaparte, la France d'aujourd'hui serait méconnaissable à bien des égards. L'absence de cette figure historique aurait profondément modifié le paysage politique, économique et social du pays. Politiquement, la France serait probablement restée une monarchie constitutionnelle similaire au Royaume-Uni actuel. Sans les réformes centralisatrices de Napoléon, le pays aurait conservé une structure plus fédérale, avec des régions jouissant d'une grande autonomie. Par exemple, la Bretagne et la Corse pourraient avoir leurs propres parlements régionaux, à l'instar de l'Écosse au Royaume-Uni. Et pour tout vous dire, je suis sûr que ça pourrait leur plaire, surtout aux Corses. Le système juridique français serait radicalement différent.
Sans le code civil napoléonien, la France aurait probablement développé un système de common law comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Les tribunaux s'appuieraient davantage sur la jurisprudence que sur des codes écrits, ce qui rendrait le droit plus flexible mais aussi plus imprévisible. Économiquement, l'absence des réformes napoléoniennes aurait ralenti l'industrialisation de la France. Sans la création de la Banque de France et la modernisation du système financier, le pays aurait peut-être conservé une économie plus agricole. On pourrait imaginer une France où l'agriculture représenterait encore 20% du PIB contre moins de 2% aujourd'hui. Les frontières de la France seraient différentes. Sans les conquêtes napoléoniennes et les réactions qu'elles ont suscitées, l'Alsace-Lorraine serait probablement restée allemande. En revanche, la Wallonie aurait pu être intégrée à la France, créant un pays plus étendu vers le nord-est. L'influence culturelle française, à l'étranger, serait moindre. Le français ne serait probablement pas la langue diplomatique internationale qu'elle a été jusqu'au milieu du XXe siècle. On peut imaginer que l'Organisation internationale de la francophonie n'existerait pas, limitant l'influence culturelle française dans ses anciennes colonies. Le système éducatif français serait moins centralisé et uniforme. Sans la création des lycées et de l'université impériale par Napoléon, l'éducation serait probablement restée largement entre les mains de l'Église catholique. On pourrait voir un système où les écoles privées catholiques domineraient le paysage éducatif, comme en Irlande. L'armée française serait organisée différemment. Sans la conscription et les réformes militaires napoléoniennes, la France aurait peut-être conservé une armée de métiers plus petite. Le service militaire obligatoire n'aurait peut-être jamais existé. Les infrastructures du pays seraient moins développées. Sans les grands travaux initiés sous l'Empire, comme la construction de routes et de canaux, le réseau de transport français serait moins dense. On peut imaginer une France avec moins d'autoroutes et plus de routes secondaires sinueuses. Enfin, l'identité nationale française serait probablement moins forte. Sans le mythe napoléonien et l'héritage de la Grande Armée, le sentiment national français serait moins ancré. On pourrait voir une France plus régionaliste, où l'identité bretonne, occitane ou corse serait aussi forte que l'identité française. Ainsi, une France sans Napoléon serait un pays plus décentralisé, moins industrialisé, avec une influence internationale réduite, mais peut-être des relations plus apaisées avec ses voisins européens. Son développement aurait suivi une trajectoire différente, potentiellement plus lente, mais aussi plus progressive et moins marquée par les ruptures brutales qui ont caractérisé son histoire au XIXe et XXe siècle. Sans lui, l'Europe aurait changé d'une manière que personne ne peut même prédire. Ce n'est qu'un scénario, personne ne peut savoir à 100% ce qui aurait pu se passer. Mais pour moi, c'était un exercice amusant de pouvoir imaginer tout ça et de partager ça avec vous. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez ? Que serait-il arrivé si Napoléon n'avait jamais existé à votre avis ? Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur l'armée noire de Hongrie qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.